Merci donc de me donner ces 5-10 minutes pour évoquer donc la contribution de l'Académie des sciences, plus spécifiquement de sa commission énergie, que je préside donc depuis quelques années. Alors, effectivement, cette commission énergie de l'Académie des sciences émet depuis plusieurs années toute une série de rapports. Je vous invite évidemment à les voir, que ce soit sur le nucléaire, sur la biomasse, sur l'hydrogène. Et nous avons en effet participé à la consultation publique en fin 2024. Et nous retrouver le texte de la PPE donc en février 2025 à peu près dans le même état. Ce qui nous a, c'est le premier élément que je vais dire. De toute façon, je vais redire des choses qui sont inscrites dans cet avis. Ceux qui ne le connaissent pas en profiteront. Ceux qui le connaissent, évidemment, ça sera un peu moins intéressant. Mais disons que le premier point est vraiment très important. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'on n'en parle pas plus. Mais véritablement, ce document est impossible à travailler rigoureusement. Il est rempli d'incohérences de chiffres, que ce soit évidemment que ce soit la consommation totale d'énergie finale, où on ne sait plus si en 2035 on est à 1300, à 1200, à 1100 TWh. Et évidemment, quand vous faites des pourcentages qui correspondent à la part électrique de chiffres qui sont aussi différents, vous arrivez à des choses qui sont incohérentes. Alors, c'est très embêtant parce qu'on se demande sur quoi travaille véritablement le gouvernement. Et puis c'est surtout, Nicolas Brun l'a dit, en fait, la révélation que les consultations publiques ne servent pas à grand-chose parce que dans notre avis, en fin 2024, nous avions été extrêmement précis en détaillant toutes les incohérences, en donnant les chiffres et en espérant évidemment que cela soit pris en compte dans la version suivante, ce qui n'est absolument pas le cas. Deuxième point, l'Académie des sciences est sur une ligne depuis longtemps sur la nécessité de l'électrification de notre système énergétique. En effet, c'est une des voies qui nous permet de nous défaire, en tout cas en partie à court terme, des énergies fossiles, dont on le sait qu'elle contribue à la fois aux émissions de CO2, mais aussi peut-être presque aussi important au fait que nous en dépendons à un peu moins de 60%, que nous perdons une part de notre souveraineté énergétique avec cette dépendance-là, et qu'il est tout à fait logique de trouver des solutions pour retrouver un peu plus de souveraineté énergétique dans un contexte géopolitique qui est très difficile et un contexte d'approvisionnement qui peut s'aggraver même, je dirais, d'une certaine façon. Alors il faut électrifier, parce que évidemment, se débarrasser de fossiles, ça veut dire faire surtout de l'énergie électrique, mais pas que ça, bien sûr. Il y a tous les aspects d'utilisation de la biomasse dont on peut parler, mais ce n'est pas le sujet, je n'en parlerai pas. Euh, alors, je dois dire, pour être honnête, que même l'Académie des sciences, et je me rappelle de rapports aussi du Sénat et de l'Académie des technologies, nous avions tous en tête que, et c'était assez simple, qu'en électrifiant les transports, en électrifiant l'industrie, en électrifiant l'hydrogène, etc., c'était assez facile de voir que les besoins pouvaient monter jusqu'à 700, 750, 800 TWh d'électricité. La réalité, il faut l'admettre, n'est pas du tout celle-là pour tout un tas de raisons. Il n'y a pas d'électrification. Nous consommons de moins en moins d'électricité. Depuis 2017, ça baisse. Nous sommes à 440 TWh, alors que les scénarios, je dirais, de RTE de 2021 faisaient que nous devrions être à 500 et un peu plus TWh. Donc, donc il n'y a pas d'électrification et il y a tout un tas de raisons pour cela, le prix de l'électricité, les difficultés scientifiques et techniques pour électrifier l'hydrogène, la production d'acier, la difficulté sur le marché de la voiture électrique, enfin, le coût des carburants alternatifs. Enfin, tout ça contribue. Et puis, une forme de sobriété et
de course à l'efficacité énergétique. Tout ça conduit donc à peu d'électricité. Et ce qui nous a paru évidemment tout à fait incompréhensible, c'est que cette réalité ne soit pas prise en compte dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans le texte, d'autant que il est difficile d'imaginer dans le contexte actuel que tout d'un coup, à partir d'aujourd'hui, ça repartirait l'électrification avec une pente colossale. Quand on voit ce qui se passe dans le domaine de la sidérurgie, par exemple, on voit bien qu'il y a des secteurs qui ne vont pas s'électrifier comme ça. Donc, ce qui est tout à fait surprenant, c'est deux choses. La première, c'est que, sans tenir compte de cela, le texte nous propose une augmentation massive de production électrique. Ça nous amène à peu près à 750 TWh d'électricité, alors que, en fonction des calculs qu'on fait et avec toutes les incertitudes liées aux chiffres, consommation d'électricité est au grand maximum 500 TWh ou 550, il y a même des chiffres de 600, mais enfin on n'est pas à 750 TWh, même si on peut se permettre un excès léger euh, euh, qui nous permet d'exporter, effectivement, de contribuer aussi à l'électricité européenne, même si ce n'est pas notre mission première, tout cela est incohérent. Et puis là, le dernier point qui ne va absolument pas, c'est que cet ajout pratiquement de 200 TWh, hein, puisqu'on est à 540 aujourd'hui de production, pour aller à 750, ça fait 200, ben ces 200 sont exclusivement des énergies intermittentes. Et solaire, plus 70 TWh d'énergie éolienne mer, le doublement de l'éolien terre. Donc c'est colossal. Et là, ça pose énormément de problèmes parce que ce que nous disons dans cet avis, et je terminerai là-dessus parce que c'est un point extrêmement important, euh, on ne peut pas, enfin, il y a une limite dans euh, la part d'énergie intermittente dans un système électrique, et en particulier avec un système qui a du nucléaire pour faire de la flexibilité. Euh, et ça, nous l'expliquons très clairement dans l'avis. À la fois cet excès, enfin, ces surcapacités de production électrique et une part qui est devenue très très importante, qui pourrait donc atteindre, si on fait les calculs, presque 40%, enfin de l'ordre de 40% de renouvelables, on est très très élevé et ça pose tout un tas de problèmes pour les réseaux électriques, pour le marché de l'électricité, pour la bonne santé des machines nucléaires, pour la tenue de la fréquence et de la tension du système. Voilà. Donc, et je termine là-dessus, je crois que je suis à peu près dans les temps, ça a été notre discours dans cet avis, euh, bon, qui a eu un certain bruit, et en tout cas qui fait la recommandation, un certain nombre de recommandations, après avoir dit que on ne peut pas, voilà, on ne peut pas raisonner sur la production sans penser à la consommation, et inversement d'ailleurs. euh, recommandation donc d'avoir des scénarios plus réalistes sur l'évolution de la consommation. Et deuxièmement, de ne pas s'embarquer vers des surcapacités qui seront très coûteuses pour l'État. Et en effet, la conclusion, je crois que ça a été dit, nous aurions deux systèmes électriques, le nucléaire et les intermittents, qui fonctionneraient en partie. Et évidemment, tout ça est très coûteux. Et donc, nous recommandons, d'ailleurs, un peu comme l'avait fait le haut-commissaire à l'énergie atomique, nous recommandons aussi qu'il y ait une partie économique un peu plus sérieuse dans cette PPE, parce que l'évaluation des coûts est insuffisamment faite. Mais sur cette question, l'Académie des sciences n'a pas de légitimité particulière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère que c'était assez clair. Évidemment, vous avez accès à ce texte, hein, sur le site web de l'Académie des sciences. Merci, Monsieur Foncade. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Sartori. Alors, on est en Bretagne ici, on nous promet un gigantesque équipement en éolien en mer, donc 18 gigawatts pour la Bretagne, 45 gigawatts pour la France. Et ce que les autorités locales nous vendent, la région, etc., c'est
oui, ça produira de l'électricité n'importe quoi, mais ça sera très rentable parce qu'on va l'utiliser pour faire de l'hydrogène en mer. Oui. Alors, vous êtes un peu exprimé sur ce sujet-là, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Oui, alors, merci de cette question. Alors, il s'avère qu'on connaît un peu la question. Moi, je la connais, bien sûr, pour avoir travaillé sur des sujets comme ça personnellement dans mon laboratoire, mais aussi parce que l'Académie a publié un rapport sur l'hydrogène il n'y a pas longtemps. Euh, alors, effectivement, ça, c'est le genre d'argument qui est utilisé parce que, ayant des éoliennes en mer, on pense que évidemment, on sait que c'est hyper coûteux d'aller connecter ces éoliennes sur un système central sur le territoire. Alors on invente cette stratégie qui est de transformer tout de suite cette énergie électrique en hydrogène. Bon, aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont, alors que alors, l'hydrogène, comme vous le savez, enfin comme tu le sais, l'hydrogène est une de ces options qui est proposée pour le stockage intersaisonnier. Euh, Quand on a besoin de stockage, on ne peut pas le faire, enfin à cette échelle de temps-là, on ne peut pas le faire avec le, les batteries. Donc on pense au stockage chimique et l'hydrogène en est un, donc c'est l'électrolyse de l'eau. Mais enfin, la réalité aujourd'hui, et c'est très très clair. Les technologies et les rendements sont encore très mauvais. Le coût est encore très élevé. Il est au moins 3 ou 4 fois plus élevé que celui de l'hydrogène gris. Et donc, cette stratégie-là fera qu'il y aura de l'hydrogène trop cher, il n'y aura pas de demande. En tout cas, il n'y a pas de demande aujourd'hui de cet hydrogène-là. D'ailleurs, ça met en difficulté les gens qui se sont engagés dans des investissements sur la construction d'électrolyseurs. Ils se demandent maintenant à quoi ça sert de faire des électrolyseurs s'il n'y a pas de demande d'hydrogène. Donc, que se passera-t-il dans 10, 20 ans au niveau du prix de l'hydrogène? Je n'en sais rien, mais ça fait 30 ans que je suis cette affaire d'hydrogène et en gros, les rendements n'ont pas beaucoup bougé. Et donc, et les coûts n'ont pas tellement changé, donc il y a vraiment un blocage. Donc je crois que c'est un mauvais argument. Merci. Monsieur Foncart, moi j'ai une question à vous poser. Votre avis n'est pas nouveau, hein, même s'il a été effectivement rendu très public par la presse récemment. Donc vos positions sont anciennes. Quels sont le constat que vous faites des échanges que vous avez vus, soit avec le gouvernement, soit avec les élus à l'Assemblée et au Sénat, face à vos constats et face à vos propositions? Beaucoup d'élus que j'ai rencontrés ces derniers jours sont d'accord avec ces positions-là. Alors, d'abord, un premier point. Ne nous sommes pas exprimés sur la question décret, débat au Parlement, vote, loi, etc. Parce que, évidemment, ce n'est pas dans nos prérogatives et nous n'avons pas de légitimité à faire ça. Je sais que c'est un débat qui est important aujourd'hui. Bon, il va y avoir un débat. Oui, donc la plupart des gens que j'ai rencontrés sont d'accord avec ces positions. Cela dit, il y a un biais parce que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ou avec le texte, évidemment, probablement ne m'ont pas sollicité pour en parler. Donc, on ne peut pas faire un sondage là-dessus. Si vous voulez, ce que je vais vous dire, c'est que euh, je crains que le pire soit que, comme je l'ai entendu parfois, c'est que on est d'accord avec vous, mais on ne peut pas le dire. Vous voyez, j'ai beaucoup entendu ça. Voilà, OK. c'est un peu une des difficultés. Je ne sais pas pourquoi. Je pense en partie, c'est une mauvaise analyse. C'est une mauvaise analyse de la situation politique et du point de vue des citoyens. Et deuxièmement, c'est aussi lié, je pense, à la prise d'engagement internationaux et en particulier européens, qui fait que c'est difficile pour un politique de se dédire et c'est ça qui bloque. Mais j'ai beaucoup entendu cela. On est d'accord avec vous, mais on ne peut pas le dire. OK. Merci, M. Foncart. Il y a une dernière question d'Alain qui voudrait que vous précisiez en fait quel est le rendement en fait électrique de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'entre la production électrique
qui sort de solaire ou Oui, oui. d'éolien et la production électrique in fine, quel est le ratio et quel est le rendement? Oui, ça va être très simple et vous trouverez ça dans notre rapport hydrogène qui est sorti en 2024. En fait, si vous prenez le schéma que proposait, enfin que sans doute combat Eric Sartori, qu'on appelle power to hydrogen to power. Donc, on prend de l'électricité éolienne, d'une éolienne en mer, on transforme ça par un électrolyseur en hydrogène, qui est donc une forme chimique stockée de cette énergie éolienne. Il faut soit le liquéfier, soit le comprimer pour le transporter, hein, parce que c'est un gaz, donc il faut le rendre avec une densité volumique d'énergie qui soit meilleure, et ensuite on le transporte, et ensuite on le retransforme en électricité, par exemple, et là il faut une pile à hydrogène. Et si vous prenez toute la chaîne, le rendement il est entre 20 et 25%, c'est-à-dire qu'on perd 75% d'une énergie dont on nous dit qu'elle est précieuse. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure quand je parlais de mauvais rendement. Les convertisseurs thermiques, électrolyseurs et piles à hydrogène sont encore avec des rendements qui sont trop faibles, de l'ordre de chacun 60% au grand maximum, et on perd de l'énergie en comprimant, en liquéfiant, etc. Bon, alors il faut quand même parler d'initiatives, hein, de type de ce que fait Genvia, par exemple, qui travaille sur des technologies, donc c'est le CEA et Schlumberger, hein, vous connaissez sans doute, qui travaillent sur des technologies d'électrolyse à haute température qui pourraient permettre d'améliorer les rendements. Voilà, merci. Merci, Monsieur Foncave. Et je vous propose qu'on passe à la séquence suivante. Il y a une question. Ah, il y a une question, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Alain, donc, 13 ans. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait une stagnation de la consommation, voire une décroissance de la consommation d'énergie. Comment vous Non, voyez... non, excusez-moi, pas d'énergie, hein, d'électricité. Électricité. Oui, d'électricité. Par rapport à l'intelligence artificielle, pourtant, d'après ce que j'ai compris, moi, on aura besoin d'électricité, énormément. Oui, mais Quelqu'un commence déjà à s'en inquiéter. Enfin, ils ont déjà commencé déjà depuis longtemps à s'en inquiéter. Comment vous voyez oui. l'avenir à l'intelligence artificielle, les besoins? Alors, je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle. Ce que je sais, c'est qu'en effet, on commence à savoir quelles sont les consommations d'énergie électrique associées à ces activités. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. Il est facile. Il y a quelques années, nous faisions le même raisonnement en disant bah, il y aura 18 millions de véhicules électriques à tel moment, donc il faut 50 TWh de plus. L'acier sera électrifié, il faudra 70 TWh de plus. L'hydrogène sera électrifié, il faudra 50 TWh. Et c'est ainsi que vous arrivez aux 750-800 TWh que tout le monde avait prévu, y compris nous-mêmes, hein, je le répète. Donc vous pouvez aussi rajouter cela pour effectivement quelques dizaines de TWh, ce qui est 40, 50 peut-être pour une mise en place de systèmes à intelligence artificielle massifs. Mais enfin, la réalité, c'est que tout ça ne se fait pas comme ça, quoi. Vous voyez, donc bien sûr que si tout ce qu'on rêvait d'électrifier s'électrifiait, il faudrait, en effet, c'est facile à faire le calcul, hein, on arriverait à ces sommets-là d'électricité. Dans toute l'histoire de l'électricité française, on a surévalué l'électrification à tout moment de notre histoire. Voilà. Mais bien sûr qu'il faut tenir compte de tout ce qui est électrifiable et de tout ce qui peut s'électrifier. On a des incertitudes parce que il y a tout un tas d'externalités qui font que ce désir d'électrification est confronté à tout un tas de difficultés économiques, géopolitiques, mais je rajoute aussi scientifiques et techniques. Ça, on l'oublie parce que trop de gens pensent que la raison pour laquelle on ne fait pas ceci et cela, ce n'est pas parce qu'il y a des manques de connaissances scientifiques et techniques, technologiques et industrielles, mais parce que certains ne voudraient pas faire les transitions, etc. Je redis, et je crois que c'est extrêmement important de le prendre en compte, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas à un niveau de maturité scientifique et technique qui permettent de passer à l'échelle
industrielle qui serait souhaitable. Donc ça veut dire plus de connaissances, plus de recherche, plus de technologie. Alors vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, oui, en effet, mais c'est la réalité. Ok, écoutez, merci Monsieur Foncade. Il y a plein d'autres questions sur le chat. Je les liste rapidement. Il y a une question sur le câblage maritime entre l'Espagne et la Bretagne. Il y a une question sur le contrat Total Énergie, hydrogène vert. Donc je pense qu'on vous les enverra et on amènera les réponses à tous les participants ensuite.